Abordons maintenant la seconde séquence. La première, nous l'avons passée avec Galilée. On va sauter un siècle et notre hôte, cette fois-ci, va être Isaac Newton. Mais avant de le rencontrer, passons en revue les concepts introduits lors de la dernière séquence. Nous avons discuté de l'universalité de la chute des corps. J'en parlais d'inertie qui caractérise la résistance au mouvement des corps physiques. Nous avons souligné que c'est la masse qui caractérise l'inertie, quelle est fonction de la quantité de matière. Le poids, lui, est la force exercée sur un corps dans le champ de pesanteur de la Terre, et masse et poids sont des concepts différents. Quand nous avons parlé de l'universalité de la chute des corps, nous avons omis un certain type de corps qui sont les astres. Rappelez-vous que les Grecs considéraient que le mouvement des astres est un mouvement circulaire parfait. Alors après Galilée d'ailleurs, à qui on attribue l'invention de la lunette astronomique, on a observé ces astres. Un certain nombre d'années plus tard, Johannes Kepler a même donné les lois du mouvement des astres, qui décrivait le mouvement des astres. Mais en fait, c'est à Newton qu'on doit le fait d'avoir compris que le mouvement des astres suit les mêmes lois que la chute des corps. Et qu'il y a peu de différence entre la pomme et la Lune en ce qui concerne la force gravitationnelle. Alors j'ai mentionné la pomme. Tout le monde a entendu parler de l'histoire de la pomme et de Newton. C'est probablement une légende. Certains disent que la pomme lui est tombée sur la tête, d'autres qu'il a vu la pomme tomber en même temps qu'il y avait un beau clair de lune et qu'il a établi une connexion entre les deux. Ce qu'on va reproduire ici, c'est une expérience qu'il a proposée, qu'on appelle l'expérience du canon de Newton, pour comprendre pourquoi le mouvement de la pomme, de la chute de la pomme, est identique au mouvement de la Lune. Et donc la conclusion, nous verrons, c'est que la Lune n'arrête pas de tomber. Donc j'ai ici la pomme de Newton, précieusement gardée, conservée. Et l'expérience consiste à la chose suivante. Je vais commencer par laisser tomber, imaginons que c'est une hauteur de 5 mètres, cette pomme au sol, à la verticale, sans vitesse initiale. Je vais faire la même expérience en donnant une vitesse initiale non nulle à l'horizontale. La pomme a mis 1 seconde à tomber à la verticale. Je vais donner une vitesse de 2 mètres par seconde à cette boule. Et donc, puisqu'elle met 1 seconde à tomber à la verticale, elle va avancer de 2 mètres à l'horizontale. Et donc, elle va tomber à 2 mètres de moi. Alors, je pourrais continuer, lancer cette boule de pétanque à 5 mètres en lui communiquant une vitesse de 5 mètres par seconde. Je vais faire mieux, je vais lui communiquer une vitesse de 7900 mètres par seconde. Bon, et je vais continuer en dessinant sur le tableau pour éviter tout risque inutile. Si donc je lance cette boule de pétanque de 5 mètres de hauteur à 7900 mètres par seconde, au bout d'1 seconde, elle sera à 7900 mètres de nous. Mais à cause de la courbure de la surface de la Terre, elle se retrouvera de nouveau à 5 mètres de hauteur. Et donc elle va continuer à cette vitesse, en l'absence de frottement, et tourner autour de la Terre. Elle aurait été mise en orbite autour de la Terre. Alors évidemment, dans la pratique, il y a l'atmosphère, des frottements contre l'atmosphère qui feraient fondre la boule. Mais si on néglige ces frottements en faisant l'imagination que les frottements n'existent pas, eh bien, j'aurais mis en orbite la boule de pétanque autour de la Terre. Et donc, le mouvement de cette boule de pétanque est identique au mouvement d'un satellite qui tourne autour de la Terre, de la station spatiale qui tourne autour de la Terre ou de la Lune qui tourne autour de la Terre. Et donc, la conclusion de Isaac Newton, c'est qu'en fait, la Lune elle-même tourne autour de la Terre parce qu'elle n'arrête pas de tomber autour de la Terre, comme cette boule de pétanque n'arrête pas de tomber autour de la Terre. Newton ayant donc identifié cette force fondamentale qui s'exerce entre tous les corps, même les planètes, les étoiles dans le ciel, va maintenant écrire la loi fondamentale de la gravitation, la forme exacte de cette force de gravitation entre deux corps quelconques. Il va se rendre compte que cette force qui est attractive, de corps massifs
s'attirent l'un l'autre dépend de la distance entre les deux corps et de la masse de chacun des deux corps. Et de façon plus précise, elle est proportionnelle à chacune des deux masses et elle est inversement proportionnelle à la distance au carré entre les deux masses, c'est-à-dire que si la distance est multipliée par 2, la force est divisée par 4. Quand il s'agit d'objets très importants, comme des planètes, des étoiles, à ce moment-là, tout se passe comme si toute la masse était localisée au centre de l'étoile ou de la planète, ce qui fait que, par exemple, la force qui s'exerce entre un objet et la Terre, tout se passe comme si la force nous attirait vers le centre de la planète, vers le centre de la Terre. Alors revenons maintenant à la différence entre masse et poids dont nous avons parlé dans la séquence précédente. Je vous rappelle que la masse caractérisait la résistance au mouvement. Le poids, c'est justement la force gravitationnelle entre la Terre et un objet. Alors prenons des exemples plus précis. Si par exemple, prenons le même morceau de sucre, et imaginons qu'au lieu d'être à la surface de la Terre, nous sommes à une altitude de 6300 km. 6300 km, j'ai choisi la distance parce que c'est le rayon de la Terre. Donc ça veut dire que nous sommes à une distance 2 fois plus grande du centre de la Terre. Et donc, puisque la distance est 2 fois plus grande, la force, qui est le poids, est réduite d'un facteur 4. Et donc le poids est 4 fois plus faible. A l'inverse, on peut aller sur la Lune, où nous serons aussi attirés par le corps massif qu'est la Lune, mais la masse de la Lune est 81 fois plus petite que la masse de la Terre. Le rayon de la Lune est 3,7 fois plus petit, et donc le poids sur la Lune est réduit d'un facteur 6. Donc à titre d'exemple, nous allons visionner ensemble une vidéo célèbre tournée lors de la mission Apollo 15, où l'astronaute Dave Scott a refait l'expérience de Galilée en faisant chuter en parallèle une plume et un marteau. Jim, we copy the Bow Solar Wind and penetrometer drum in the ETB. Not quite yet. I haven't put the solar wind in yet, but I will shortly. I want to watch this. Joe, you have a good picture there. I've got Beautiful picture, Dave. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Donc pour finir cette séquence, rappelons les concepts introduits cette fois-ci. L'universalité de la chute des corps, c'est pas seulement les corps usuels, mais ça inclut aussi les planètes, les étoiles, les astres. Une force universelle, la force gravitationnelle, qui est proportionnelle qui s'exerce entre deux corps, qui est proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré des distances. Et le poids et la force gravitationnelle qui s'exerce entre la Terre et un corps. Et je vais terminer par une petite question. Puisque j'ai souligné à plusieurs reprises la différence entre masse, qui caractérise l'inertie, et poids, la question c'est si je prends ce paquet de sucre, si je suis sur la station spatiale, je suis en apesanteur, le paquet de sucre flotte, comment est-ce que je vais faire sans l'ouvrir pour savoir si le paquet de sucre est plein ou vide ?